Cosa, agence de communication et e-commerce. Notre boulot à nous, c'est pas de prédire le futur, c'est de le préparer. C'est très différent en termes de nuances. Donc, en fait, on est en face d'une crise du temps, on a beaucoup de mal à se projeter et notre travail à nous, c'est d'essayer de résoudre quelque chose de cette tension qu'on vit aujourd'hui entre l'urgence et la perspective du temps long. Comment on permet justement à ces deux notions, l'urgence et le temps long, de s'articuler. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. On va parler aujourd'hui du futur. Alors parler du futur est devenu un réflexe, on l'invoque partout, tout le temps. Futur du travail, futur des médias qu'on a beaucoup évoqué à ce micro, futur de la démocratie, de l'intelligence artificielle. Mais au fond, de quel futur parle-t-on vraiment ? Est-ce que c'est une projection rationnelle nourrie par des signaux faibles ou des tendances lourdes, un récit collectif qu'on se raconte pour se rassurer, parfois même un écran de fumée qui évite de regarder le présent en face ? Dans cet épisode de Mediarama, j'ai le plaisir de recevoir Elisa Thévenet, rédactrice en chef du magazine Futur d'Ouzbek Erika, et figure clé bien sûr de l'éducation média, pour ceux qui ne le savaient pas, et à l'information en France. Elisa, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour François. Donc avec toi, on va pas chercher donc à prédire demain parce que c'est toujours un exercice compliqué. On peut pas avoir raison à chaque fois, on peut se tromper, mais plutôt à comprendre comment se fabrique notre rapport au futur et donc par ce jeu un peu justement des médias, dans la culture, dans l'éducation et dans nos choix collectifs. Et puis la trame, un peu le fil rouge, c'est quand même de parler de futur, ce magazine d'Ouzbek Erika. Alors je dis à chaque fois Futur d'Ouzbek Erika parce que on connaissait le magazine Ouzbek Erika, créé depuis en 2010 et puis qui a changé de nom fin 2024, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, donc créé par Jérôme Ruskin qu'on salue ici. Est-ce que tu peux me raconter justement pourquoi il y a eu ce basculement en octobre 2024 ? Ouzbek Erika était une marque, je dis une marque, un média bien établi qui faisait régulièrement des coups dont on parlait. Qu'est-ce qui, dans l'évolution du monde, a nécessité un changement de nom qui est jamais anodin pour un média ? En fait, on a changé le nom de la revue pour Futur, mais on n'a pas changé le nom du média qui s'appelle toujours Ouzbek Erika. Et je pense que 15 ans, c'est la fin d'un cycle. C'est un peu un moment très propice pour se poser, s'interroger sur la place qu'on a dans le paysage médiatique, sur la mission qu'on se donne, qu'on s'était donnée à l'origine et qu'on a envie de poursuivre. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait avec la revue. Et le nom Futur, il s'est un peu imposé à nous parce que ça a toujours été l'objet de la revue, c'est-à-dire que c'était Ouzbek Erika, le magazine qui explore le futur. C'est devenu Futur, le magazine d'Ouzbek Erika, parce que aujourd'hui, tu le disais dans ton intro, le futur, l'exercice de projection, il s'est vachement démocratisé en fait. Ouais. On le fait tout le temps, on parle, tu disais, futur du travail, futur des médias. C'est quelque chose qui est devenu vraiment monnaie courante et qui l'était pas il y a 16 ans quand on s'est lancé et qu'on promettait aux lecteurs de parler du futur d'un point de vue journalistique, ça semblait extrêmement peu intuitif en fait. Ouais. On s'attendait à avoir des récits de science-fiction, à ce qu'on nous parle de voitures volantes, de choses comme ça, et le fait de faire de la prospective journalistique, ça coulait pas de source. Je pense que le monde a vachement changé en 15-16 ans, et qu'aujourd'hui, au contraire, on a envie de ça, on a envie de se dire comment est-ce qu'on remet du temps long dans nos réflexions, comment on réouvre un peu les perspectives. Et donc, on avait envie de continuer à démocratiser les grands enjeux d'avenir. Et aussi, dans un moment où l'offre médiatique, elle s'est aussi étoffée sur ce terrain, de marquer aussi notre terrain éditorial et notre promesse éditoriale en mettant futur. Donc, de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus claire, quelque part, c'est plus explicite, quelque part, futur, ça parle du futur. Ouzbek Erika,
on connaît, mais c'était peut-être moins évident quand on passe en librairie, qu'on voit le magazine, de savoir, là, au moins, on sait que Futur, ça parle du futur. Clairement, Uzbek Erika, c'est un nom qui est pas simple, ni à prononcer, ni à écrire. Alors, c'est très chouette, intellectuellement parlant, c'est une belle image, mais c'est pas simple, forcément. Exactement, mais même, tu vois, toi, tu l'as la ref, mais en fait, on est très nombreux à pas avoir nécessairement la référence Uzbek Erika. C'est parce que j'ai travaillé l'exercice. L'épisode. Hein. C'était pas intuitif, je suis désolé. Uzbek et Erika, ce sont les deux petits personnages des lettres persanes de Montesquieu. Voilà. Donc Montesquieu, les lettres persanes, ça a été écrit en 1721. Ouais. Donc il y a plus de 300 ans. Et ce qui nous plaisait, nous, dans la ref à l'origine, et la raison pour laquelle le média s'appelle comme ça, et il s'appelle toujours comme ça, et s'appellera toujours comme ça, c'est justement de dire, on peut faire de l'étonnement philosophique une démarche journalistique. Parce que les lettres persanes, c'est un roman épistolaire qui est justement structuré autour de cet exercice d'étonnement philosophique. Ouais, d'observation un peu et par la distance géographique en plus qui donne un petit peu d'un peu plus de liberté de critiquer ou d'observer en tout cas la société par le regard de ses voyageurs, quoi. Exactement. Et donc pendant longtemps le média a revendiqué sa démarche plutôt que son objet d'étude. Là aujourd'hui, on a voulu faire l'inverse avec la revue, mettre en avant davantage la promesse éditoriale qui est l'exploration du futur. Et préciser en sous-titre qu'on le fait dans la lignée de cette pratique de l'étonnement philosophique, en essayant de prendre de la hauteur sur nos sujets. Mais c'est aussi une manière, évidemment, de continuer à démocratiser les grands enjeux d'avenir et d'aller chercher aussi d'autres personnes, parce que je suis très consciente que cette ref, elle peut faire peur. Enfin, oui, ce que je disais, c'est un peu un télo, mais ça parle pas à 95% de la population qui peut passer en librairie et pas savoir de quoi ça parle et pas forcément s'y intéresser. Ouais. D'un point de vue purement business, c'est pas forcément le nom le plus simple. Non. Et même pour développer l'audience. Et même quant à la ref. Oui, tu peux dire ça. Tu peux dire que c'est hyper impressionnant. Une revue littéraire. Je me souviens pas bien des lettres persanes de Montesquieu et tout. Non, ça a l'air super inaccessible, alors que c'est tout l'inverse de ce qu'on essaye de faire dans notre traitement journalistique, c'est de rendre accessible des projections, des rapports scientifiques, des interviews avec des chercheurs du MIT, du CNRS, qui peuvent avoir l'air sur le papier super impressionnants et qui en fait disent des choses qui sont tout à fait indispensables pour le monde de demain, et que nous on a juste l'ambition de vulgariser dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vraiment de rendre accessible. Donc ça participait de ça. Il y a des renoncements quand même quand là j'essaie de comprendre, t'as un magazine pendant donc une revue pendant 15 ans avec un nom, etc. T'en changes, c'est quand même pas anodin en termes d'organisation, logistique. Non, il y a eu des renoncements. Se dire, on a une revue qui a un nom, le site, le média qui a un autre nom. C'est simple. Ça n'a pas été très compliqué pour être honnête, parce qu'on avait aussi toute une kyrielle de formats qui déjà en eux-mêmes avaient des marques éditoriales fortes. Donc par exemple, on a toujours exactement sur le plan événementiel, on a toujours organisé ce qu'on appelle des tribunaux pour les générations futures, qui s'appellent du coup pas Uzbek Erika, mais tribunaux pour les générations futures d'Uzbek Erika. On a un podcast qui s'appelle Prophétie d'Uzbek Erika, mais qui a aussi donc un nom de marque en tant que tel. On organise des sortes de conférences un peu spectacles qui s'appellent aussi le Club des bons ancêtres. Enfin, donc on avait plusieurs types comme ça de mini-marques éditoriales au sein de la grosse marque qu'est Uzbek Erika. Donc, ça semblait assez naturel. Ouais, c'est presque logique. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de tout ce que vous faites par ailleurs chez Uzbek Erika. Mais effectivement, quand tu rappelles qu'il y a d'autres produits, tu dis, bon, en fait, la revue n'est qu'un produit dans tout ce qu'on fait sous la marque ombrelle Uzbek Erika, quoi. Voilà, honnêtement c'est la colonne vertébrale de notre travail, c'est la boussole un peu si tu veux de l'entreprise sur le plan éditorial, parce que à partir des travaux qu'on va faire vont se décliner énormément de formats potentiellement qui seront faits par mes camarades au studio, mais c'est en effet une partie de l'activité d'Uzbek Erika. Après, dans le changement de nom, il y a aussi eu un changement de formule, et là, il y a peut-être eu plus de renoncement, dans le sens où, pendant longtemps, on a eu une revue où on repartait de zéro à chaque fois. Quand je dis à chaque fois de zéro, c'est DA, c'est fond-forme. Ouais, c'est un objet, c'était un nouvel objet à chaque fois. Ouais. On avait tout à créer. Alors, je sais même pas si on dit que c'est un magazine dans ces cas-là. Je sais pas d'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce qu'est un magazine. Est-ce que c'est tout le temps le même rubricage, la même DA? Vous sortiez on avait pas de rubricage. De MOOC.
Exactement. Chaque numéro. Qui était inédit dans l'approche, qu'on pensait du coup en lien avec ce qu'on faisait sur le fond pour accorder fond-forme. C'est hyper excitant d'un point de vue vraiment purement dans les coulisses à faire parce qu'on repart d'une page blanche à chaque fois. Après, c'est aussi, je pense, un peu plus difficile pour les lecteurs parce qu'il n'y a pas de rendez-vous éditoriaux et qu'on arrive aussi dans une période du monde médiatique où on a vraiment besoin d'appuyer sur les formats, accompagner une forme d'alphabétisation médiatique qui est en recul et donc de donner de la lisibilité à ce qu'on fait. Et dans notre cas, c'est hyper important parce que on va de temps en temps chercher des formats qui sont un peu créatifs, du style l'Uchronie. Donc l'Uchronie, c'est quand on revisite l'histoire en changeant un paramètre ou un facteur. En fait, ça coule pas du tout de source comme type d'exercice. Donc ça nécessite de poser un peu l'enjeu du format, comment est-ce que ça fonctionne, et donc le fait de le retrouver de numéro en numéro et qu'il soit toujours présenté de la même manière, en fait forcément ça lui donne plus de lisibilité et ça permet de le rendre aussi plus accessible. Et donc ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, le rubricage, ça nous a beaucoup aidé. Il y a peut-être du coup moins d'excitation. Oui, au moment à chaque bouclage, exactement. De se dire, voilà, on a des, mais ça nous permet aussi d'affiner beaucoup plus. Et en termes de DA, et en termes de fond, nos rubriques. Et d'anticiper, j'imagine. On sait que des papiers, des sujets pourront être dans le numéro suivant, etc. Parce qu'on va rester sur une DA, un rubricage, etc. Exactement. J'imagine. Et ça nous c'est un peu plus rationnel. Et ça nous a aussi permis d'être plus ambitieux, éditorialement parlant, parce que typiquement, on reviendra peut-être sur le sujet, mais on travaille avec de nombreux correspondants à l'étranger. C'est plus simple de travailler avec justement cet œil tourné vers le reste du monde quand on a la possibilité d'avoir 5-6 mois d'avance et de pas avoir le nez dans le guidon. Ouais, c'est ça. En fait, c'était à chaque fois des espèces de sprint où il faut tout refaire, mais c'est des fenêtres très courtes au final. Ça peut paraître long, mais ça peut être très court. On reviendra sur Ouzbek Erika sur Futur. Je voulais faire une petite pas digression, mais sur le parler un peu de journalisme de prospective, qui est un petit peu ce que vous faites, hein, c'est un peu réducteur, mais vous en faites, et définir un petit peu la démarche, parce que on l'a dit, le mot futur est souvent préempté, alors beaucoup par la tech, mais bon, c'est peut-être aussi moi mon prisme que je vois, ou la prédiction pure. Comment est-ce que toi tu définis la mission de futur? Est-ce qu'il s'agit d'anticiper, d'outiller ou de provoquer le débat? Tu vois autour de ce mot futur? Je pense que déjà, c'est hyper important de rappeler que la prospective journalistique, elle consiste pas à imaginer le futur. C'est pas notre travail. C'est pas la France en 2050, etc. C'est pas ça. Elle consiste c'est pas la science-fiction. Voilà, elle consiste à le comprendre. C'est-à-dire que notre boulot à nous, c'est pas de prédire le futur, c'est de le préparer. C'est très différent en termes de nuances. Donc, en fait, on est en face d'une crise du temps. On a beaucoup de mal à se projeter, et notre travail à nous, c'est d'essayer de résoudre quelque chose de cette tension qu'on vit aujourd'hui entre l'urgence du monde de demain de demain qui commence à avoir une sale tête, et la perspective du temps long. Comment on permet justement à ces deux notions, l'urgence et le temps long, de s'articuler. Et donc dans notre conception vraiment éditoriale du futur, on n'a pas du tout cette idée que le futur c'est quelque chose qui nous tombe un jour sur le coin du nez et c'est pas de bol. Il a une mauvaise tête. Lundi matin, ça y est, c'est passé, c'est la crise climatique, il y a plus de pétrole, je sais pas, non, ça n'arrive pas. Et comment on prépare, comment on anticipe? Et aussi d'avoir cette idée que le futur c'est un héritage. En fait, c'est le futur. Ça va être l'héritage que nous, on va léguer aux générations d'après. C'est la somme des décisions qu'on va avoir prises, toutes les choses qu'on va mettre en place et qui vont façonner du coup le monde de demain. Et donc notre présent aujourd'hui est un héritage des projections futures. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le futur de demain. Donc expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, quel impact ça aura. Donc il y a aussi quelque part un petit peu de traitement d'actualité chaude. En tout cas, il y a de l'identification. Tu parlais de signaux faibles. C'est évidemment quelque chose auquel on est très sensible. Quels sont les signaux faibles? Comment est-ce on cherche les lignes de fuite? Comment est-ce qu'on cherche les perspectives qui dessinent des futurs pluriels? Et ce faisant, réencapacite le lecteur, et nous réencapacite dans notre capacité à comprendre que le monde de demain, c'est ce qu'on va en faire aujourd'hui. Et donc, par rapport à ces récits qui sont dessinés, qui sont parfois
évidemment sombres, qui peuvent parfois être beaucoup plus utopiques. La question, c'est une fois qu'on a dit ça, comment on y va en fait. Concrètement, tu parlais de outiller, c'est un mot qui est très important pour nous parce que au-delà de cet exercice de perspective et de prospective où on prend de la hauteur et c'est très chouette intellectuellement, c'est quoi l'atterrissage? C'est-à-dire que concrètement, oui, ça sert à quoi? Exactement, ça dessine quelles actions pour aujourd'hui, quelles sont les options qui sont les nôtres, quelles leçons on tire pour aujourd'hui. Nous, on répond pas à ces questions parce que c'est pas notre boulot, mais on identifie les bonnes questions et on essaye de faire en sorte pour nous et pour nos lecteurs de nous rappeler que le monde de demain dépend de ce qu'on décidera d'en faire aujourd'hui. D'accord. Et tout ça, c'est quelque chose que vous avez gravé dans le marbre, que vous avez décidé, par exemple, pas prendre position, etc. Comment est-ce que ça s'organise un peu au quotidien dans votre travail? Tu vois, est-ce que vous avez des garde-fous? Comment vous travaillez un peu sur tout ça, justement? Notre obsession, c'est démocratiser les grands enjeux d'avenir et orchestrer le débat. Ça nous permet d'essayer au maximum toujours de choisir la position qui est la plus celle de la nuance, toujours d'aller chercher. Par exemple, dans la revue, on a un format qui s'appelle controverse. Donc, par définition, c'est des gens qui viennent avec un bagage différent sur un sujet. Que la pensée générale, etc. Exactement. Donc, par exemple, on avait fait un entretien sur est-ce que le monde est de plus en plus violent avec l'ex chef d'état-major du 36 quai des Orfèvres en face d'un philosophe de la violence. Typiquement, hyper intéressant, deux mecs qui ont travaillé sur la violence véritablement, mais l'un dans la rue et l'autre dans les livres. Donc, ils sont pas forcément d'accord, mais ils ont à cœur de dialoguer. Ça, c'est un peu la règle numéro 1 pour pouvoir être casté dans Controverse, c'est qu'on n'a pas besoin de gens qui partagent par définition la même vision d'un sujet, mais il faut qu'ils aient à cœur de débattre. Ouais. Et donc on va équilibrer aussi les choses comme ça. Après, je te parlais tout à l'heure des journalistes avec lesquels on bosse, par définition, quand tu vas chercher des visions d'avenir qui sont portées dans différents pays du monde, elles se challengent, elles sont pas forcément en écho, elles sont portées aussi par des références culturelles qui sont différentes, et ça vient enrichir les visions plurielles de futur que tu proposes, parce que c'est quelque chose auquel on est très attaché. Il y a un S à futur. Exactement, en fait. Il pourrait y en avoir un, on l'a pas mis, mais ce sont des futurs possibles et notre seul objectif, quand tu lis la revue, c'est de te rappeler qu'ils sont pluriels et encore une fois, de choisir le chemin que tu as envie d'emprunter pour arriver à l'un ou l'autre de ces éventuels futurs. Ouais, qu'on en soit acteur, quoi. Exactement. C'est vraiment essayer de se projeter et puis se dire ce qu'on fait aujourd'hui, se poser les bonnes questions pour que les gens agissent. Est-ce que les gens vous font des retours et à quel point après il y a les tribunaux, peut-être on pourrait en parler tout à l'heure, mais à quel point la communauté peut, je sais pas, mesurer à quel point elle se pose les bonnes questions et puis agissent. Je sais pas si vous avez des retours qui permettent de voir que ça a un impact ce que vous faites au niveau de l'audience, de vos lecteurs, des abonnés. Est-ce que ceux qui sont abonnés depuis 15 ans, il y a un peu d'impact? Alors, pour accompagner la nouvelle formule, on a fait un gros roadshow en librairie, donc on a vraiment rencontré beaucoup de lecteurs avant de transformer la formule, parce que c'était important pour nous de recueillir leurs retours, leurs avis sur la revue qui est la leur et qu'on allait transformer. Et puis après, pour accompagner justement cette nouvelle formule. Donc des retours, on en a plein. Après, je peux pas dire qu'ils soient représentatifs parce que par définition, c'est des gens qui ont envie d'engager exactement la discussion. Mais c'est très amusant en termes de sociologie de constater justement le type de personnes que ça attire ces rencontres. On a vraiment une partie de nos lecteurs qui a vieilli avec nous, donc qui sont plutôt des lecteurs qui ont 40 ans et qui sont dans des type de métier qui les pousse à s'interroger sur le monde de demain, soit parce qu'ils sont archi, soit parce qu'ils sont ingénieurs, soit parce qu'ils font du planning stratégique, qui travaillent dans la com, ou qui travaillent dans la pub, ou qui travaillent dans des institutions, côté décideurs, etc. Et donc ça, typiquement, eux, ils viennent nous voir et ils nous disent, on utilise l'objet revu dans notre travail, en fait, ça nous sert pour les alimenter, sur voir l'évolution de la société, des usages, des besoins, etc. C'est aussi valable pour des graphistes. Pas qu'une revue pro, quoi. C'est presque valable pour des graphistes, pour des écrivains, pour des artistes. On a plein vraiment de profils différents. On a aussi des profils très jeunes pour lesquels on flèche la revue comme un outil de travail potentiel. Donc c'est assez marrant. On a des jeunes de 18, 19 ans. Et ensuite, on a toute une catégorie qui vient, ça pour le coup, plutôt de notre mode de distribution, puisqu'on est distribué en librairie. On est sur abonnement, on est en librairie et on est dans les gros relais de gare mais on n'est pas en kiosque. Et donc, quand tu fais forcément une rencontre en librairie, t'as aussi un public qui correspond au lieu dans lequel
Ouais, bien sûr. Invite ton on va public. se le dire. Et donc, on a un public de lecteurs de ce qu'on appelle des doc actu, qui sont plutôt des lecteurs qui ont plus de 65 ans et qui qui essayent de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il se dessine demain. Et quand tu mets tous ces gens dans la même pièce à discuter, c'est hyper intéressant parce que ils projettent pas forcément les mêmes choses. Ils s'en emparent de façon très différente. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans la revue, c'est que c'est un travail de collaboration. Elle laisse beaucoup de place au lecteur aussi pour compléter les points de suspension. C'est pas une lecture qui te dit comment tu dois penser. Non, c'est bien ce que tu disais, c'est intéressant. J'aime bien ces points de suspension. Donc les gens s'en emparent derrière et il y a donc une communauté là. Donc là, vous les rencontriez un peu dans le cadre de ces librairies. Il y a une communauté qui peut se parler quelque part, un Slack, je sais pas, ou un endroit où ces gens pourraient se parler. Eh ben, c'est hyper intéressant la question que tu poses parce que c'est une question qui a, je pense, un peu qui nous a obsédés pendant 1 an et qui a mené à la création du Futur Festival. On a organisé à l'automne un festival au Théâtre de la Concorde qui a réuni 3000 personnes. Et là, c'était fabuleux pour nous de voir toutes ces typologies de lecteurs différents, de lecteurs où parce qu'on a des spectateurs et des lecteurs. Je te parlais tout à l'heure, les tribunaux des générations futures. Oui, des gens que vous ne connaissez pas forcément via le magazine. Des gens qu'on a rencontrés par le monde de l'entreprise, parce que chez Uzbek Erika, on n'oublie jamais qu'un salarié, c'est un citoyen. Donc, en fait, la question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on rassemble des gens dans la vraie vie? C'est où est-ce qu'on les trouve, les gens? L'un des endroits dans lesquels on les trouve, c'est en entreprise. Et donc, le fait de pouvoir faire proposer des événements comme on le fait, comme les tribunaux des générations futures qu'on fait pour le grand public de temps en temps ou en entreprise. Exactement. Ça nous permet d'être au contact de gens qui nous ont rencontrés par ce biais-là. Et donc, c'est amusant de voir tout cet écosystème qui se retrouve à échanger. On a fait un atelier d'écriture sur juste pour prolonger donc les nouvelles lettres persanes qu'on a appelé qui est notre ouvrage qu'on publie aujourd'hui en coédition avec Robert Laffont, qui est une sorte de petit livre thématique dans lequel on donne la parole à 3 personnes qui prennent la plume pour écrire à quelqu'un et voilà faire le sort à un sujet. Donc la question qu'on s'était posée à l'automne, c'est faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes? Donc c'est un sujet qui a continué un peu d'alimenter la société, qui a pris l'actualité. Mais du coup voilà, cet automne on s'est dit on va laisser la possibilité aux gens de venir écrire une lettre persane et on s'est retrouvé dans un atelier avec 30 ou 35 personnes qui écrivaient des lettres avec des tables qui étaient composées à la fois de de grands ados genre 16 17 ans, de jeunes qui étaient en études, jeunes actifs, retraités, salariés, et tout ce petit monde s'échangeait ses copies pour se demander l'avis, et ça devait être assez sympa, ça. C'est hyper chouette. Ouais. C'est hyper chouette parce que c'est assez solitaire le métier qu'on fait. Oui, c'était un peu pour ça, tu vois, se dire effectivement, il y a ce truc un peu de se projeter, mais c'est très solitaire, c'est très asynchrone, t'as pas le côté direct du public, quoi. Exactement. Et donc nous, on avait besoin aussi d'aller à la rencontre de nos publics et de trouver un moment pour le faire. Et donc c'est le Futur Festival qu'on a décidé de créer qui va nous permettre. Tu pourras peut-être nous dire ça tout à l'heure. J'ai complètement anticipé les questions suivantes, mais c'est pas grave, c'est bon, parler un peu de tout ça, ça m'intéressait. Je voulais juste terminer sur le journalisme de prospective, sur comment, quand on justement fait la prospective, comment on évite l'écueil d'être soit techno-enthousiaste, soit anxiogène. Je sais pas si Futur est plutôt l'un ou l'autre, ou comment est-ce que vous arbitrez, parce que c'est facile de tomber dans l'un ou dans l'autre, tu vois, de se dire la techno va tout sauver, tu vois, la Elon Musk ou Laurent Alexandre, où il faut toujours plus de techno, et le côté de toute façon réchauffement climatique, tout est foutu, etc. Alors, c'est la merde. C'est sûr. De toute façon, je pense que la période est à la radicalité. C'est quelque chose, on aime un peu simplifier comme ça les lectures. C'est assez rigolo, cette question de l'optimisme ou du pessimisme, que ce soit par rapport à la technologie ou par rapport à plein d'autres choses. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes au sein d'Uzbek Erika et on n'a pas tous les mêmes approches. Donc, par exemple... Vous êtes tous des couleurs différentes, j'imagine un peu. Par exemple, le directeur de la rédaction, Blaise Mao, il est plutôt pessimiste et il se soigne en faisant Uzbek Erika. Parce que à chaque fois qu'il creuse un sujet, il se dit, on n'est pas totalement foutu, en fait. Parce que ça dessine. C'est pas mal. Voilà. Ça dessine des perspectives d'avenir. Moi, je suis plutôt une optimiste qui se soigne. C'est-à-dire que, à la base, j'ai plutôt un
caractère à me dire, ouais, c'est ça, à me dire que le verre il est plutôt à moitié plein. Et moi, je me tempère un peu en me disant, oui, mais alors, il est à moitié plein tant qu'on décide d'aller dans le bon sens. Parce que mais attention, danger, il y a ça qui peut se passer, il y a ça qui peut se passer. Exactement. Si on se désinvestit d'un certain nombre de sujets, en fait, on va prendre le mur à pleine vitesse. Ouais. Et donc, ce qui est certain, c'est que quand tu fais de la prospective, ton travail à toi, c'est de désincarcérer le futur. C'est de le sortir un petit peu de cette espèce de récit hyper monochrome qu'on te propose, où on t'assure que ce futur est une certitude. Et donc, quand tu le fais et que tu détricotes, en fait, souvent, tu vas ouvrir d'autres portes. Par exemple, il y a 1 an, on a fait un dossier sur l'écriture va disparaître. Alors, je te le pitch comme ça. Honnêtement, ça te fout le cafard. Enfin, l'écriture va disparaître. Tu vois pas ce qui peut être positif dans ce que je viens de te dire. Oui, non, dit comme ça, effectivement, tu dis c'est dramatique. Après, c'est des premiers trucs de l'histoire de l'homme, c'est l'écriture. Enfin, ça marque. Donc, si tu dis que ça disparaît, c'est peut-être grave. Exactement. Mais en fait, le fait de l'explorer et de partir d'un constat qui est l'écriture est en train de disparaître, bah ça te permet de te plonger dans d'autres possibilités. Typiquement, l'avènement d'une société de l'oral. Qu'est-ce que l'oralité pourrait nous permettre que l'écriture ne peut pas permettre? Par exemple, en faisant ce dossier, on s'est rendu compte que Socrate, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça remonte un peu, il avait la trouille de l'écriture alphabétique. Il se disait en fait ça va figer nos savoirs et ça va figer la pensée. Parce que la pensée, c'est quelque chose de mouvant. Oui, de vivant presque, exactement. En tout cas, qui peut, avec des nuances, qui peut, au fur et à mesure, se transformer. Exactement. Et il se disait même que on allait avoir un problème, c'est qu'on allait plus être capable de distinguer le vrai du faux parce qu'on saurait plus qui parle. Moi, je trouve ça fabuleux. On est exactement en train de se poser les mêmes questions 2500 ans plus tard. Et on se pose les questions justement avec l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Donc, nos craintes, elles se recyclent, ça c'est une certitude. Et chaque mutation, elle peut ouvrir des possibilités intéressantes, évidemment, moyennant le fait qu'on les accompagne avec des garde-fous, avec typiquement le recul de la lecture. On sait que ça nous fait perdre en capacité d'empathie. Bah, comment on compense ça s'il y a de moins en moins d'écrits? Qu'est-ce qu'on met en place pour stimuler notre capacité à entrer en empathie avec les autres, pour qu'on perde pas dans la bascule entre moins d'écrit et plus d'oral. Ouais, c'est intéressant. Mais le sujet, mais parce qu'en plus j'ai l'impression, mais bon, c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais sur ce truc de l'oral où les gens justement ne s'appellent plus, cette tendance que les gens ne s'appellent plus, ne s'envoient justement que des SMS, etc. Je sais pas ce que ça dit un peu comme s'il y avait pas une appréhension, mais où on a l'impression que c'est une perte de temps de parler aux gens et qu'en fait on envoie des SMS. Bah, d'un côté t'as ça, et puis de l'autre t'as l'explosion des vocaux. Oui. Parce que toi et moi, on n'est pas de la génération des vocaux. Bah non, mais en fait... mais les vocaux, c'est asynchrone en même temps, c'est aussi dingue. Les gens n'appellent pas et laissent un vocal. Il y a pas de... Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle dessine cette oralité. Donc, typiquement, t'as des chercheurs qui bossent en disant c'est une sorte de 3e oralité. C'est-à-dire, t'as eu un temps 1 qui est l'oralité avant l'invention de l'écriture. Ouais. T'as un temps 2 qui est l'oralité qui a existé en parallèle, en même parallèle que l'écriture. Et là, on est en train de construire un autre temps de l'oralité avec d'autres modalités qui sont en train de se définir, etc. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Et quand je te dis ça, tu vois toutes les potentialités que ça ouvre. Et donc, est-ce que je suis pessimiste ou est-ce que je suis optimiste par rapport à ce sujet? Ben, je peux pas te répondre. En fait, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Ouais. Mais ça a remis, de la clarté ça a diminué mon degré de panique par rapport à ce sujet-là, c'est certain. Et ça m'a rappelé toutes les voies, qu'on peut décider d'emprunter si on s'attaque véritablement à cette problématique. Et donc sur tous ces sujets-là, vous avez une espèce d'arbitre de l'optimisme ou de l'anxiogène qui se dit non, on est trop dans l'un ou l'autre. Non, c'est quelque chose dont vous parlez quand même régulièrement entre vous pour être sûr d'avoir un juste ton. En fait, je pense que ça vient parfois on fait des arbitrages de DA qui peuvent aller dans ce sens-là. Par exemple, on a fait un dossier sur vaincre l'épidémie de solitude. Et vraiment, la consigne qu'on a donnée à notre DA, c'est le dernier truc qu'on veut, c'est une couve avec un mec tout seul, entouré de plein... nuages noirs. Exactement. C'est vraiment... D'écran. C'était exactement ce qu'on voulait pas transmettre comme message, exactement. Ouais. C'était plutôt de se dire, en fait, il y a des possibilités, il y a des moyens aujourd'hui de faire reculer progressivement le sentiment de solitude, parce que ça, c'est un sujet qui est intéressant. L'isolement objectif ne progresse pas véritablement dans la société. En revanche, le sentiment de solitude, lui, il est galopant. Aujourd'hui, il y a 46% des Français qui disent se sentir seuls. Et donc, on a demandé vraiment à nos DA d'aller nous chercher un illustrateur avec des couleurs hyper pop, et on a fini par dessiner une scène de métro dans lequel t'as un jacuzzi au milieu et des gens qui sont en train de papoter au milieu
au milieu d'une rame de métro, parce qu'on se disait, la rame de métro, c'est l'endroit de toutes de nos solitudes contemporaines par excellence. C'est-à-dire l'endroit où tu as le plus de monde au mètre carré. Et tout le monde est absorbé dans tout sauf son voisin d'à côté. Exactement. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait un pied de nez à cette scène et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de la rendre un peu plus conviviale. Donc là, sur par exemple, des arbitrages comme ça, on va aller le chercher sur de la DA pour garder toujours cet équilibre entre le côté pop et le côté savant. Et puis, on aime bien créer cette petite tension, tu vois. Je te promets un dossier sur Vaincre la solitude et je te mets une couve hyper pop. Tu te dis, mais où est-ce tu te dis en tant que lecteur, mais où est-ce que tu m'emmènes? Je te propose un dossier sur la fin de l'écriture et je te le titre en disant, et alors, point d'interrogation? C'est pareil, en fait. On essaye de créer la surprise et l'interrogation. Dossier sur la Silicon Valley, est-ce qu'on est en train d'assister à l'effondrement de la Silicon Valley? Et la scène est hyper bucolique et t'as des feuilles partout qui ont repris des plantes qui ont repris totalement leurs droits. C'est hyper joli sur une Silicon Valley qui a été totalement engloutie. Il y a un côté post-apo mais poétique, on dirait qu'on est dans un roman de Becky Chambers, quoi. Et donc voilà, on essaye de créer ça, on essaye de créer cette Donc c'est une manière quelque part de rééquilibrer, pas forcément que dans le ton mais aussi dans la DA ou le choix des titres, etc. En tout cas, c'est une manière d'essayer de trouver la nuance. Ouais, et de faire comprendre qu'il y aura de la nuance dans tous les cas, quel que soit le sujet. Et que on trouvera jamais de panique morale chez Uzbek Erika. C'est bien de le dire. On va faire un petit pas de côté, parler un petit peu justement éducation aux médias, puisque tu as dirigé le diplôme d'éducation aux médias à l'ESJ Lille pendant longtemps. Enfin, tu as fait plus de 10 ans dans l'éducation aux médias, donc c'est aussi un sujet que tu connais bien. Quel est le muscle intellectuel qui manque le plus aujourd'hui, qui nous manque le plus, citoyens, pour appréhender un peu le demain? Je suis pas sûre qu'il nous manque un muscle. Je suis même assez convaincue qu'il nous manque pas grand-chose. Ce qui nous manque pour moi, c'est du temps et c'est de la méthode. C'est-à-dire que si là, tout de suite maintenant, je te donne quelques chiffres pour te faire paniquer un peu ton cerveau et que je te dis qu'il te faut 30 000 ans pour visionner l'intégralité des contenus qui ont été mis en ligne l'année dernière sur les plateformes de vidéos, et que je te dis qu'il y a à peu près 139 millions de réels qui sont publiés chaque minute sur Instagram et sur Facebook, pour moi, je te résume le problème de notre époque. On n'est pas tous devenus stupides, on est en incapacité de gérer la production d'informations. L'explosion de la production d'informations. Et la problématique entre le vrai et faux, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour la recherche, elle tient à ça. C'est-à-dire que plus je surcharge ton cerveau d'informations, plus tu perds en ta capacité à distinguer le vrai du faux. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un peu de temps pour s'extraire de tout ça, pour être en capacité de hiérarchiser et d'aller vers des sources, vers des contenus qu'on choisit. C'est-à-dire de passer d'une information subie à une information choisie. Pendant 10 ans, j'ai fait de l'éducation aux médias un peu plus, et ça m'a toujours fascinée parce que ma spécialité, c'était d'aller au contact de gens qui sont très éloignés des médias. C'était ce que j'aime et c'est là où je trouvais du sens dans mon métier. Ils sont pas forcément que les jeunes, hein. Ah, clairement pas. Clairement non, clairement pas. Bien le rappeler. Et des jeunes, j'ai fait évidemment après plein de types de 7 à 77 ans pour de vrai sur ces problématiques-là. Et la première réponse qui me fascinait, c'était quand je demandais aux gens un peu comment vous informer, j'en ai plein qui me répondaient je m'informe pas. Et je leur disais OK, vous avez un compte TikTok? Ouais. Vous avez un compte Snapchat? Ouais. Vous avez un compte Instagram? Ouais. Vous avez un compte Facebook? Ouais. À quel moment est-ce que vous pensez que vous vous informez pas? En fait, la différence, c'est juste que vous subissez toute l'information que vous recevez et vous ne choisissez pas l'information que vous consommez. Ce qui, en tant que comportement de consommateur, si on le compare à quand on fait nos courses au supermarché, est extrêmement surprenant. C'est comme si tu rentrais dans un supermarché avec un caddie vide et à chaque fois que tu croises quelqu'un, il te met un produit dans ton caddie. À la fin, tu payes. Est plein. Ouais, et tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et tu manges. Ouais. Enfin, et tu le manges. Ouais, c'est hyper bizarre. Voilà. Et donc, pour moi, c'était ça. C'était comment réempuissanter les gens dans leur capacité à interagir avec les contenus médiatiques et à choisir. Ce qu'ils choisissent après, ça les regarde. Que je sois d'accord ou pas d'accord, que ce soit des sources que moi j'aurais sélectionnées ou pas. Sûr. Ça me regarde pas. Mais les faire en sorte qu'il y ait une consommation consciente du type de
de contenu, parce que on a le droit. Enfin, il y a aussi un discours hyper culpabilisant sur les informations de mauvaise qualité, etc. Moi, la vérité, c'est que je mange des chips. Alors, j'en mange pas tous les jours parce que sinon je sais que je suis malade, mais je sais que les chips c'est pas bon pour ma santé, que c'est gras, etc. J'en mange un peu de temps en temps. On a le droit de temps en temps de consommer des contenus où on sait bien que c'est un peu attrape-nigo, que c'est fait là pour qu'on clique dessus et tout, et donc tu devineras jamais ce qui dans les années 2010, je sais pas combien d'entre nous. Voilà, on a cliqué sur ces liens. Encore des médias qui et c'est pas la fin du monde, en fait. À partir du moment où t'as un équilibre au global et que tu restes en maîtrise et que tu sais quand tu cliques sur ce truc-là où tu mets les pieds et que du coup tu le regardes avec une distance critique. Donc pour moi, c'est pas un problème de muscle, c'est pas un problème de capacité, c'est un problème de temps et c'est un problème si on peut appeler ça de prise de conscience quelque part, déjà prendre conscience et de prendre un peu de temps pour de manière proactive aller s'informer. Après, je pense que honnêtement, les jeunes, ils ont extrêmement conscience du fait que il y a à boire et à manger sur Internet, que il faut pas croire tout ce qu'ils lisent. Enfin, vraiment, faut pas non plus prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. C'est que parfois, malheureusement, en fait, quand t'as terminé ta journée de boulot et que c'est pas ton métier, parce que nous, on a le beau rôle, en fait, on est littéralement payé pour aller vérifier de l'information, les journalistes. Donc, on est là, genre, oui, il faut vérifier l'information. Ouais, enfin, c'est comme ça que je gagne ma vie, moi. Donc, forcément c'est pas en plus d'un exactement. C'est forcément que je prends ce temps-là. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte pour moi et qu'il faut ni diaboliser ni surresponsabiliser, et pour ça il y a aussi la question évidemment du comportement des plateformes, de la gestion de leur algorithme, dans le cas des réseaux sociaux qui sont quand même un grand pourvoyeur d'informations aujourd'hui, et ça va être le cas avec l'IA de plus en plus générative. En fait, faut mettre des garde-fous, il faut pas que ça repose sur l'économie de l'attention. Enfin bref, ça c'est des combats qu'on a tous en tête, mais qu'il est aussi important de pas perdre de vue quand on se demande comment on peut faire collectivement pour aller dans le bon sens. Ouais. Plus ceux qui ne s'informent pas ou qui ne souhaitent plus s'informer parce qu'ils n'ont pas confiance dans les médias, etc. Il y a aussi cette catégorie-là, quoi. C'est pas juste ils subissent, c'est qu'ils ne veulent plus s'informer. Il y a une fatigue informationnelle et c'est clair qu'il y a une méfiance aussi envers les médias. C'est à nous de créer pour le coup les conditions d'un rapport de confiance avec nos lecteurs. Je pense qu'on a fait une grosse bêtise au début des années, avec l'arrivée d'Internet, au tout début des années 2000 exactement. On s'est dit, mon Dieu, moi je me rappelle, j'étais étudiante en journalisme et à l'époque on parlait du journalisme citoyen et on était là genre, oh, mon Dieu, les gens vont nous remplacer. Et donc on a jeter une sorte de voile d'opacité sur nos techniques journalistiques en disant non, je vous jure, c'est un vrai métier, il faut le laisser à des vrais professionnels. La vérité, c'est que notre métier, il repose sur des fondements qui sont très faciles à transmettre et à démocratiser. C'est pas un métier sorcier, c'est un métier qui nécessite juste de la rigueur, de ne pas se précipiter et de choisir la nuance et d'apprendre à penser contre soi-même. C'est des choses que pour moi, on aurait dû, au moment de l'arrivée d'Internet, se dire il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient en capacité, dans leur capacité justement à produire et à relayer l'information, parce que tout le monde va devenir un producteur et un éditeur de contenu potentiel. Et au lieu de faire ça, on s'est totalement replié. On s'est totalement replié sur nous-mêmes, on s'est coupé de nos lecteurs, et maintenant on court après le train. Mais le train, il a pris tellement d'avance qu'il va falloir qu'on court très vite, quoi. Ouais, ça c'est vraiment pas gagné, effectivement. Est-ce que certains futurs sont aujourd'hui surreprésentés dans l'espace médiatique, peut-être au détriment d'autres d'ailleurs? Et toi, comment en tant que rédactrice en chef, tu assumes d'avoir une ligne forte où tu projettes pas tes propres biais? Je pense que quand on travaille sur la question du futur, c'est important de se rappeler que notre boulot, c'est pas de proposer des visions d'avenir, c'est plutôt de rappeler que celles qui nous sont proposées, ou même on peut dire dans lesquelles on est englué aujourd'hui, elles sont le fruit de décisions, elles sont le fruit d'intérêts, et que c'est bon de les challenger. Que je te parlais tout à l'heure de désincarcérer le futur, c'est une formule de l'autrice de science-fiction Catherine Dufour. Je me reconnais beaucoup dedans. Et donc mon boulot à moi, c'est pas de produire des visions de futur, c'est éventuellement de tendre mon micro à des gens qui le font de façon équilibrée pour encore une fois qu'on ait des visions plurielles, mais c'est surtout de rappeler qu'il y a pas de déterminisme, on n'est pas nécessairement dans une route qui va nous mener à ce futur spécifique tel que par exemple les décrivent les géants de la tech. Ouais. En ce moment, ils ont un rôle de pompier pyromane qui est fascinant avec l'IA. Ils sont en train de nous dire, en gros, on a créé un outil qui nous dépasse. Oh mon Dieu, heureusement, on est les seuls à pouvoir faire quelque chose pour... Et investissent massivement. Là, on a les annonces, chacun investit 200 milliards. Ça fait 100 millions entre les gros. Mais ils te disent, mais vous inquiétez pas, nous, on va pouvoir mettre les garde-fous et on va nous protéger, etc. En fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle peine à trouver un modèle économique viable, que la question des usages, elle va se poser assez rapidement par rapport
à son coût, c'est-à-dire quelle question à 1000, là on est à dépasser les 1500 milliards d'investissements, l'IA va-t-elle être en capacité de répondre? Ouais. C'est quand même une vraie problématique. Le jour où on fait payer véritablement le prix du service aux utilisateurs, est-ce que tu penses il y aura 100 fois moins d'utilisateurs payants, enfin ouais. Est-ce qu'on va continuer à faire des starter packs et s'amuser à payer une fortune pour sortir un dessin de nous à la Ghibli? Ouais. En fait non, on n'est pas totalement neuneux. Ouais. Donc toutes ces questions, cette espèce de futur qui est projeté un peu de force, de marche forcée de l'IA de toute façon va nécessairement être dans tous nos usages pour que toutes les entreprises l'adoptent et qu'ensuite on dise en fait si on l'enlève c'est la catastrophe partout et tout s'effondre. C'est aussi des discours qu'on peut challenger, qu'on peut questionner et après libre à chacun d'y investir et d'y projeter ce qu'ils veulent. Sur la question, évidemment, je suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle va disparaître, ce serait totalement. Mais que c'est pas forcément, il y a pas forcément qu'un futur possible là-dessus, qui est que l'intelligence artificielle sera partout dans tous nos outils, etc. Bien sûr, on va avoir des usages raisonnés à un moment donné de cet outil-là, et il va trouver sa place à l'intérieur de notre société. Et bien sûr que ça se fera au prix de certaines redéfinitions par rapport à nos tâches et le temps qu'on y passe. Et typiquement pour les journalistes, le fait de retranscrire une interview quand on a une IA sécurisée qui ne sort pas les données d'interview sur des serveurs étrangers, ce sera un gain de temps fabuleux. C'est-à-dire qu'au lieu de passer c'est 3 fois le temps. Si tu veux retranscrire ton interview, elle dure 1 heure, t'en as pour 3 heures. En fait, là, tout de suite, tu vas avoir une écoute attentive. Donc, t'en as pour 1 heure, c'est à diviser ton temps par 3 parce que t'as un premier travail qui a été proposé par la machine. Donc, évidemment que tu as des choses qui évoluent et qui vont évoluer avec l'intelligence artificielle et qui évoluent déjà. Mais ce que je voulais juste te dire par là, c'est cette vision très apocalyptique qui nous fait, qui crée de la fascination entre en fait on a créé un truc qui est en train de nous surpasser et en même temps, vous inquiétez pas, on a toutes les capacités de trouver une manière de mettre des garde-fous qui nous permettront de continuer à la développer. Et c'est assez fascinant comme c'est fou. C'est à la fois anxiogène et excitant et tu te dis c'est en train de se jouer d'une poignée de mecs. Enfin, tu vois, c'est quelques dizaines, centaines de personnes qui sont en train de nous dire qu'ils peuvent jouer le futur de l'humanité et de nos outils et de notre vie numérique, quoi. Et qui s'appuie aussi sur des imaginaires. Tu parlais d'imaginaires qui sont des imaginaires qui ont été aussi portés par la science-fiction. Mais quand je te dis HAL 9000, Terminator, tout d'un coup, le visage que je dessine à l'intelligence artificielle, il te fait un peu froid dans le dos. Tu te dis genre, ah ouais, mais en fait, IA générale, consciente, etc. Skynet, on est en plein dedans. Et on est tous focalisés par cette question-là, qui est une question aujourd'hui sur laquelle il y a vraiment pas de consensus du tout scientifique sur la possibilité même de l'émergence d'une IA générale. Non, c'est ça qui est fou. Pardon, oui, t'as raison de le dire. C'est qu'aujourd'hui, a priori, il y a rien. Il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, donc il n'y a absolument pas de possibilité d'une émergence d'une conscience. Pourtant, on n'arrête pas d'avoir des articles. Il y a un réseau social où que les IA se parlent. T'as l'impression vraiment que c'est le truc est en train de à la fois on en rigole par exemple avec des potes en disant tout est écrit et on se dirige droit vers Skynet de Terminator, et parfois on se dit non, mais en fait c'est juste probabiliste et c'est un outil et il y a aucun risque. En fait, l'intelligence artificielle, elle est ni intelligente ni artificielle. Et typiquement, tu vois, notre boulot chez Uzbek Erika, chez Futur, c'est de rappeler que attention, en fait, les projections qu'on est en train d'avoir et les fantasmes que tu évoques, ils sont liés à l'expression intelligence artificielle. C'est une expression qui a été choisie en 1956 pendant une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth, dans laquelle tu as une poignée de mecs qui s'est dit comment on fait pour attirer l'attention des médias et attirer des financements. On va appeler ça intelligence artificielle. C'est sûr que c'est plus sexy que traitement de données complexes ou algorithme, etc. Exactement. Ce qui aurait été le nom juste pour ce service-là. Mais il aurait pas du tout eu la même destinée, ni médiatique, ni en termes de financement, si c'était appelé traitement d'informations complexes. Et donc, intelligence artificielle, le terme en lui-même est fait pour avoir cette espèce de charge mythologique, de réactivation du mythe du golem, de la créature très judéo-chrétienne, d'ailleurs dans la projection, on a créé une créature qui va nous dépasser, etc. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que le temps qu'on passe à discuter de ça, en fait, c'est du temps qu'on passe pas à se poser des bonnes questions, des vraies questions de maintenant tout de suite sur la manière dont les biais des ingénieurs et des gens de la tech, ils ont fabriqué exactement, dedans, consciemment ou inconsciemment. Dedans, le fait qu'aujourd'hui il y a aucune forme de transparence ni d'explicabilité dans les données dans les résultats qui sont proposés par les IA, et qu'aujourd'hui on ne sait pas ni sur quel type de données ils sont entraînés, ni les paramètres de pondération qui sont utilisés, ni toutes ces choses-là. Et ça pour moi, c'est des combats qu'on devrait mener aujourd'hui,
Aujourd'hui, justement, si on veut pas que le monde de demain, il ait une sale tête, mais la question de Terminator, honnêtement, c'est marrant pour se faire peur, mais... Ouais, ça fait vendre. Bah, ça fait vendre et ça fait diversion. Ouais. Et t'as pas l'impression, enfin, c'est à la fois hyper juste, mais que justement ça a pas trop d'impact. Et sur ce sujet-là, notamment, quoi qu'on dise, nous, petits Français, petits citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Bon, à part, on peut y réfléchir, effectivement, en lisant des articles intéressants, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors déjà, on peut remettre de la conscience dans nos usages, parce que typiquement, sur le coût de consommation de l'intelligence artificielle, mais même sur son coût au global, si à chaque fois que tu fais une requête Gemini, ChatGPT, Claude, etc., tu réfléchis aux mines de métaux rares que ça implique, à la quantité de flotte que ça utilise, au fait que tu as X milliers de travailleurs du clic qui ont pondéré tes données d'entraînement, parce que comme ils vont sur le web, est-ce que tu t'imagines la quantité de contenu violent, de contenu pornographique, etc., qu'ils ont validé, flagué, tagué, derrière pour assainir le jeu de données, et ensuite derrière pour orienter la machine dans les fameux paramètres de pondération pour qu'elle soit plus ou moins en fonction des sujets et qu'elle réponde plus ou moins à un certain nombre de choses. Bah, si à chaque fois que tu fais ta requête ChatGPT ou ta requête Gemini, tu penses à ça, je pense que tu demandes pas les mêmes choses. Et tu les demandes pas de la même manière et tu reçois pas les résultats avec dans la même posture que celle que tu aurais fait si tu avais fait. Donc ça, c'est la partie individuelle. Ensuite, la partie collective, évidemment, bah déjà, il y a un certain nombre de choses qui avancent. Le DSA, il va dans le bon sens à l'échelle européenne, notamment parce qu'il va obliger progressivement les plateformes, que ce soit réseau social, mais aussi en matière d'IA, à prouver l'absence de nocivité des produits qu'ils mettent sur le marché, un peu comme n'importe quelle industrie complexe qui peuple aujourd'hui nos quotidiens. Enfin, j'aimerais bien voir la tête des passagers aériens si on leur disait que en fait on met l'avion avant de vérifier que l'avion n'est pas dangereux pour les passagers sur le marché. Ça existerait pas. Pareil pour un médicament. T'imagines la tête des gens. Enfin, on peut pas commercialiser un médicament avant de s'assurer qu'il n'est pas dangereux pour la santé. C'est pas ce qu'on a fait sur le numérique. Le numérique était une industrie très immature et sous peine de dire en fait il faut pas freiner l'innovation, il faut pas freiner ça, on a mis des produits sur le marché. Ouais, très anglo-saxon. Et c'est à nous consommateurs de prouver les dégâts que a posteriori. Exactement, mais sauf que c'est trop tard en fait. Donc il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens là-dessus. Je sais qu'on est pointé du doigt en Europe comme étant un peu les rabat-joie de la bande qui sifflent la fin de la récré. Moi ça me va bien. Enfin souvent maintenant ça me va bien parce que enfin ça nous a évité quand même plein de merde, désolé pour l'expression, mais c'est bien d'être un peu des fois aussi de cailloux qui dérangeons quoi. En tout cas, ça permet de faire prendre conscience, je pense, à plein d'utilisateurs de tout ce back-office qui est peut-être pas hyper visible quand on est face à ces outils qui sont designés pour être des boîtes magiques, pour avoir l'air magique, pour être des boîtes noires, parce que en fait, quand tu connais pas un tour de magie, t'es fasciné. Ouais. Pour moi, pour briser ce qu'on peut appeler l'hypnose technologique dans laquelle on est, il faut remettre de l'explicabilité. Mais il faut carrément ouvrir la boîte noire. Il faut mettre de la transparence et de l'explicabilité dans ces outils. Ouais. Ne serait-ce que voir effectivement comment marche. Il y avait une super exposition à Paris que j'avais vue à la salle de jeu de paume qui expliquait sur un schéma de manière hyper visuelle ce qui se passait derrière une requête. Mm-hmm. Évidemment, tu l'as décrit, les quelques étapes, mais c'est assez fou. Effectivement, peut-être qu'il y aurait moins de starter pack, comme tu dis, toutes ces images-là qui servent pas à grand-chose, mais j'aime bien l'hypnose technologique. Je retiendrai le terme parce qu'effectivement, il y a ce truc un peu magique, etc. Et pour finir sur l'IA, pour vous, ça a été un choc quand même chez Futur. Ça a changé. C'est quelque chose qui a changé. Il y a un avant-après dans la manière dont vous traitez tous vos sujets. Est-ce que ça devient le sujet prépondérant? Tu veux dire en termes de thématique ou en termes... Ouais, en termes de thématique, parce qu'en fait, c'est la thématique, mais elle est appliquée à tout. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'impact. C'est ce choc des sorties d'IA générative. Est-ce que il y a un avant et un après? Ça fait quand même longtemps qu'on chronique l'intelligence artificielle. On n'a pas attendu ChatGPT et son lancement en novembre 2022 pour le faire. Donc on avait beaucoup d'archives, ça c'était très chouette. On a fait un papier que j'ai beaucoup aimé qui a été réalisé par Pablo à la rédaction, Pablo Maillet, et il est remonté sur tout ce qu'on avait écrit sur les IA pour justement regarder la manière dont a évolué notre traitement. Ouais. Ça c'était vraiment très chouette comme papier. Donc il y a une vraie historicité dans la manière dont dans cette thématique qui nous habite depuis longtemps. Je pense que on a fait quand même plusieurs dossiers ces dernières années sur la question de l'intelligence artificielle. On en a fait un notamment qui était on parlait d'atterrissage outillé, alors qui était vraiment très axé outiller les lecteurs, qui était 10 propositions pour reprendre le contrôle.
sur l'intelligence artificielle. Donc ça allait il faut faire rentrer la notion de responsabilité à l'intérieur de nos assurances, c'est-à-dire en gros si tu t'es fait flouer par un agent IA et que personne n'est responsable, c'est-à-dire que toute la chaîne a été respectée en termes de sécurité du fabricant au distributeur en passant par l'utilisateur, mais que juste la machine a halluciné ou a eu un comportement émergent qui était pas possible à anticiper. Mais en fait, on le gérerait comme quand ta voiture, elle prend feu à côté d'une autre voiture. C'est-à-dire que c'est ta responsabilité parce que c'est ta bagnole qui a enflammé la voiture d'à côté, mais c'est pas vraiment ta responsabilité parce que tu n'as pas cherché à mettre le feu à la voiture d'à côté. Exactement. Mais c'est juste que pour le type qui a sa voiture qui a cramé, il y a un impact. lui, il s'en fout un peu. Il est en fait, que tu l'aies voulu ou que tu l'aies pas voulu, ça change pas le fait que ma voiture est brûlée. Donc, je veux avoir un système de compensation. Donc par exemple, ça fait partie des mesures qu'on a envisagées ou qu'on s'est dit qu'il serait intéressant peut-être de creuser pour voir ce que ça pourrait faire. Donc bref, on a comme ça passé par 10 propositions. On a aussi fait un dossier il y a un peu plus longtemps, il y a 2-3 ans maintenant, qui est est-ce que les humains, on va devoir apprendre à s'authentifier? C'est-à-dire que on fait de plus en plus les autres ou par rapport à une machine. Ouais. En fait, on arrive vraiment humain quoi. Exactement. On en c'est a le truc puzzle que tu dois déplacer rapidement dans un certain délai. Exactement. Et plus métaphysiquement, c'est-à-dire cette question de comment on s'authentifie en tant qu'humain. Et cette question de notre humanité par rapport à la machine qui est intéressante. Et après, le seul truc qu'on s'est interdit, c'est de conjuguer tous les sujets à l'IA. OK. C'est de se dire en fait sinon t'en sors plus. Bah non, et puis tu racontes quoi en fait? Au-delà de dire que tel et tel métier utilise l'intelligence artificielle. Donc par exemple, on a fait une super série sur le site d'exploration de comment est-ce que certains métiers sont bouleversés par l'intelligence artificielle, que enfin, on est allé voir aussi bien des psychologues que des graphistes, que des enseignants, enfin que des médecins, vraiment. Donc on a cette partie-là vraiment transformation, où là on y va frontalement, mais en revanche glisser un petit peu d'IA dans tous nos trucs à la fin en se disant et au fait le futur de tel projet, est-ce que ce serait pas l'intelligence artificielle? Ça franchement c'est très décevant sur le plan intellectuel, et donc c'est quelque chose qu'on se permet pas, enfin dans lequel on tombe pas parce que c'est lassant, et donc quand on parle intelligence artificielle, on en parle vraiment, on en parle fort de nos 16 années d'existence et à traiter ce sujet-là. On a aussi la chance du coup de travailler avec des plumes qui sont essayistes, qui sont des plumes vraiment spécialisées sur ces questions-là et qui viennent aussi avec un bagage qui est hyper intéressant quand elles s'en emparent. Ouais. Donc qui n'est pas que tech. Qui n'est pas que tech, exactement. Et donc oui. Donc forcément, c'est un de nos sujets, mais pas une obsession non plus. Non, si tu veux, on a 3 piliers dans notre travail éditorial. Un qui est vraiment technologique. Donc là, tu parles de l'IA, ça rentre typiquement dedans. Comment est-ce qu'on construit un rapport apaisé aux machines? Voilà. Il y en a un qui est sociétal, c'est comment on vit ensemble dans un monde de plus en plus fragmenté. Et il y en a un qui est plutôt environnemental, comment on survit dans un monde à 2,7 degrés, quoi. Ouais. Plus 2,7 degrés, puisque c'est globalement ce qui nous attend. Ça, c'est vrai que c'est des choses. Déjà 3 beaux sujets. Exactement. C'est des choses que tu retrouveras toujours quelque part dans le magazine. Ça veut pas dire que le dossier, il sera nécessairement consacré. Mais c'est quelque chose, c'est des obsessions qui reviennent tout le temps chez nous parce que c'est des obsessions, ce sont celles du moment et celles qu'on a besoin de traiter maintenant dans l'urgence pour pouvoir remettre du temps long dedans et pouvoir s'en emparer sereinement. Ouais. On l'a dit, je reviens un peu sur Futur quand même pour bien comprendre un peu tout l'écosystème. Donc là, Futur, c'est le magazine papier, mais vous ne limitez pas à ça. T'as parlé d'événements, il y a le site, il y a quoi d'autre comme produit si tu dois un peu réexpliquer l'écosystème, la plateforme Ouzbek Erika? Donc la revue, c'est la boussole, c'est la colonne vertébrale éditoriale, et ensuite elle est en lien avec plein d'activités. Donc il y a des activités du média. Tu parlais de notre plateforme, de notre site internet Ouzbek Erika. Exactement. On a évidemment d'autres produits, par exemple ce qu'on fait sur les podcasts avec Prophétie, typiquement, c'est une deuxième déclinaison de ce qu'on fait. On a aussi aujourd'hui une collection de livres qui s'appelle Les Nouvelles Lettres Persanes dont je te parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment la partie média. Et ensuite, on a une partie qui est studio, qui est plutôt, on va dire, plus événementielle, plus conseil aussi. C'est-à-dire, on accompagne aussi des entreprises dans la réflexion sur le monde de demain par rapport à leurs enjeux. Pas forcément événementialisé en mode animation, séminaire, etc. Ça peut être pure étude prospective, par exemple. Exactement. Ça peut être production d'un magazine, magazine de réflexion sur un sujet. Sur une verticale. Exactement. Etc. Par définition, nous, on travaille avec des entreprises qui ont envie de faire éditorialement, en toute honnêteté, une étude de prospective sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire que notre boulot, on fait pas de la com, on reste un média. Donc, on est un média
qui travaillent avec des entreprises, parce que je te le disais, les salariés, ce sont aussi des citoyens et c'est une autre manière de les toucher qui nous semble importante. Et donc, on a le tribunal des générations futures qu'on peut faire en entreprise ou qu'on peut faire pour le grand public. Donc, c'est une sorte de conférence-spectacle où, si tu veux, on met un sujet en débat. Donc, faut-il encore faire des enfants? Et on va scénariser ça comme un procès avec un avocat, avec de la défense, avec un procureur, avec des témoins, etc. Et à la fin, le public vote. Parce que ça, c'est vraiment toujours notre obsession. C'est qu'on fait pas ça pour se faire plaisir. On fait ça pour justement démocratiser ces grands enjeux d'avenir et les faire atterrir auprès de nos lecteurs pour qu'ils s'en emparent. Donc typiquement, est-ce que à la fin ils votent plutôt côté avocat de la défense ou côté procureur? Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On a un format qui s'appelle le Club des bons ancêtres. La posture de bon ancêtre, c'est une posture qu'on revendique beaucoup. Tout à l'heure, je te disais, chez Uzbek Erika, on considère que le futur est un héritage. En fait, ça, c'est lié à la posture de bon ancêtre. La question qui nous obsède, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on sera des bons ancêtres pour les générations qui vont venir, pour le monde de demain. Comment se préparer à être un bon ancêtre? Exactement. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas se poser à 80 ans parce qu'il est trop tard. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme un arbre. Il faut le planter un jour si tu veux pouvoir profiter d'un arbre. Et même si c'est pas toi qui en profite. Exactement. Mais donc là, on est dans une sorte de petite atmosphère feu de camp. On a des oracles qui prennent la parole. Enfin voilà, c'est très. On aime bien ça chez Uzbek Erika, scénarisé parce que bon, pour le coup, en tant que journaliste. Des conférences, on en voit plein. Elles sont souvent très descendantes, elles sont très académiques, très universitaires. Nous, on essaye de casser ce truc-là. Je te disais, voilà, la revue, elle est intégralement dessinée. Elle est intégralement dessinée par des illustrateurs du monde entier. Je te parlais tout à l'heure du fait que on essaye de mettre le côté pop et savant. Bah ça, c'est aussi valable pour nos formats plus événementiels ou pour nos missions. On essaye toujours de travailler à l'accessibilité des informations qu'on donne. En fait, c'est très cool d'aller chercher une information super quali, super sourcée et tout, mais si personne ne la comprend, en fait, t'as fait ton travail à moitié. C'est-à-dire que t'es content, t'as ton info, allez, très bien, mais elle peut pas essaimer. Elle peut pas essaimer parce que les gens peuvent pas s'en emparer. Donc notre travail, c'est aussi comment est-ce que tu mets de la pédagogie dans le sens le plus noble du terme, et Dieu sait ce que j'aime la pédagogie, mais comment est-ce que tu fais en sorte que, en fait, tes contenus, on puisse se les approprier et que véritablement les gens en rentrant chez eux disent « Ah, j'ai découvert un truc fabuleux ». J'adore cette phrase. J'ai découvert un truc fabuleux parce qu'ils ont lu un article. Ouais. En fait, ils ont lu un article. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à leur place. Mais ce quelqu'un d'autre s'est tellement bien effacé dans son travail que il y a une appropriation par le lecteur de cette découverte, de ce débat dont il va s'emparer, qui va faire rayonner, qui va faire essaimer. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est au fur et à mesure d'avoir une... C'est en deux temps. C'est trouver la bonne information et comment la rendre intelligible, que les gens puissent s'en emparer. Exactement. Et être autonome. Exactement. Quel que soit le résultat. Ouais, bien sûr. Enfin, ce qu'ils vont en faire, en fait. Ouais. Oui, parce qu'après ils sont libres. Clairement. Chacun. C'est pas moi qui vais te dire. Qui est influencé, etc. J'aimais bien l'expression pop et savant. C'est vraiment le truc, tu vois. Effectivement, ça, c'est aller chercher le bon truc et puis le rendre facilement intelligible, consommable quelque part, même si c'est le terme. Et donc ça vous continuez à faire. C'est le tribunal, etc. Alors je regarde pas votre actualité en permanence, mais ça continue de se faire de manière publique ou c'est que maintenant pour des entreprises, etc. Il y a un calendrier, il y a des prochains événements, on peut s'inscrire, c'est gratuit, c'est payant, c'est réservé aux abonnés. Alors, c'est jamais réservé aux abonnés chez nous. Ça dépend des modalités, mais par exemple, il y a quelques mois, on a fait un tribunal sur y a-t-il une IA pour sauver la planète. On l'a fait avec le CNUM et cette institution partenaire, on l'a fait à la Sorbonne et là pour le coup on a mis l'IA en procès pour savoir si véritablement elle pouvait nous amener vers un futur plus désirable. Typiquement c'est un événement grand public qui est pensé avec le CNUM entre autres pour parler à un maximum de citoyens. Quand je te parlais du tribunal pour les générations futures, faut-il encore faire des enfants, on l'a fait au théâtre Mogador. Donc c'était pour le coup t'achetais ta place et tu venais. Et tu y allais quoi. Exactement. Donc en fonction des lieux, des modalités, des partenaires, etc. Des modalités thèmes, ça peut être qui sont différentes, mais notre travail c'est de faire essaimer au maximum justement c'est prise avec le futur, donc on essaye toujours d'avoir éviter l'entre-soi et ouvrir ouvrir le plus possible. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais transmettre une seule compétence clé au lecteur de futur pour affronter demain, ce serait quoi? C'est une question pas facile. Non, c'est pas facile. Je pense que j'aimerais qu'on arrive tous, parce que
j'ai toujours un problème avec cette notion de lecteur versus nous. En fait, nous, on est des lecteurs. Parfois, on écrit, puis parfois, on lit le travail des autres. Enfin, on est tous dans le même bateau pour moi. J'aimerais qu'on arrive à accueillir avec plus de sérénité l'incertitude. Parce que pour moi, là, je te disais tout à l'heure, on est rentré dans une ère de la radicalité. Je pense que cette radicalité, elle vient de notre incapacité collective à gérer cette période d'incertitude permanente dans laquelle on est plongé. Et donc, elle nous pousse à des raccourcis, on fait des schématisations qui nous rassurent. Et si on était plus en capacité d'accueillir sereinement le fait qu'il y a de l'incertitude et que on est en capacité d'orienter le futur à coup de petites décisions en mode effet papillon, je pense que le monde y gagnerait. Ok. Et qu'est-ce que tu crois que les médias, les autres médias, devraient arrêter de faire quand ils parlent du futur? Parce que tu l'as dit, c'est une thématique ou un angle, je sais pas comment tu le dis, un prisme qui est de plus en plus utilisé, peut-être parce que le futur est un peu anxiogène, mais qu'est-ce qu'ils devraient arrêter de faire quand ils parlent du futur? Le fantasmer. Ce serait bien ça. Qu'on arrête de projeter des fantasmes sur le monde de demain et de vendre qu'on le prédit. C'est pas vrai, en fait. Les médias ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Nous n'avons pas de boule de cristal et nous ne sommes pas en capacité de vous dire en 2070. Même mieux placé qu'un autre. Mais non, ce sera Alors, évidemment, notre travail, il est sourcé, il part de signaux faibles, mais il dessine des possibilités. Il dessine si tu veux, il y a toujours, en gros, si je te schématise, il y a toujours, on va dire, le futur le plus probable, le futur le plus désirable, souhaité, et le futur le plus dystopique. Ouais. Et au milieu de tout ça, en fait, tu vas aussi orienter ton action en fonction de là où tu as envie d'atterrir, en fonction de l'échelle de temps qui te sépare aussi du moment de ta projection, de tes leviers d'action potentiels, etc. Et donc, arrêter de mélanger le travail de journalisme avec celui de la fiction, ce serait bien. Ouais. Merci. Et là, la toute dernière question qui est un peu le gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Cool, intéressant. Voilà, je sais pas la définition du cool. J'ai toujours le truc. Ouais, c'est mon côté rat de bibliothèque qui va être intéressant, je crois. Mais là, on vient de sortir un épisode prophétie sur l'intelligence artificielle et du coup, à cette occasion, j'ai lu Bêtises artificielles de la philosophe Anna Lombert. Et qui est un tout petit ouvrage qui a été publié par les éditions Alia. Et en fait, dedans, elle a une proposition que je trouve tellement chouette et tellement simple pour notamment un peu apaiser notre rapport à la machine. Elle dit pourquoi est-ce qu'on n'interdirait juste pas aux entreprises qui génèrent des outils d'intelligence artificielle générative d'utiliser le pronom « je ». D'accord. Et t'imagines si ChatGPT il arrête de dire « je », à quel point ça transforme fondamentalement ta manière de rentrer en interaction avec lui. Oui, si c'était nous ou le nom de la société ou je sais pas, mais si plutôt que de jeu, il y aurait pas cette espèce d'entité. Non, et tu projetterais pas du tout la même chose sur la machine. Ouais. Et c'est tellement simple. Presque. Et donc en ce moment, j'arrête pas de le répéter à qui que ce soit que je croise. Ce serait intéressant comme concept. Que ce serait très cool comme proposition de réfléchir à ça. À simplement, si j'enlève le pronom je quand la machine me parle, qu'est-ce que ça change dans mon rapport à la machine? Ah, ça changerait beaucoup de choses. Bah oui, parce qu'en fait, en tirant un peu le fil, c'est vrai que tu rentres dans des espèces de confidences, de thérapie, etc. Des gens sont allés quand même très loin, etc. dans cette relation qu'ils ont avec ce robot qui n'est pas un robot, qui est encore une fois juste un outil probabiliste qui te dit un peu ce que tu as besoin de. Des relations d'amitié, là. Ouais. Je lisais une étude il y a pas très longtemps qui disait qu'il y a un Américain sur 5 qui dit qu'il est déjà rentré en interaction avec une IA sur un terrain d'échange amoureux. C'est délirant. C'est délirant. 1 sur 5, c'est délirant. Tu vois. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est pas des pervers ou des malades ou des gens machin. C'est 1 sur 5, c'est beaucoup de monde, quoi. Bah, c'est nous, en fait. Ouais, mais donc c'est bien fait. Écoute, donc, Bêtises artificielles. Je mettrai un lien vers les librairies. Merci pour ton temps et puis d'avoir un peu ouvert le capot de Futur et de la plateforme, enfin du média global Uzbek Erika, puis d'avoir parlé un petit peu de cette manière d'appréhender, de traiter le futur qui est pas toujours évidente et de voir un peu comment vous faites ça un peu en interne. Ça a posé aussi pas mal de questions, donc je trouve ça cool. Donc merci pour ton temps. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode sur Futur le magazine et je vous dis à bientôt. Salut.
Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com, ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.